Bonjour, bienvenue dans l'interview. Notre invité aujourd'hui est Gilles Van den Burg. Bonjour. Bonjour. Député fédéral. Alors du fédéral, on va en parler en long en large, mais d'abord un petit retour en région bruxelloise. Pascal Peretta, qui est licencié sans indemnité. Je vous propose 3 réactions. La première, c'est la fin d'une époque, petit A. En B, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. Et en C, prudence, des recours sont toujours possibles. Mais je pense que c'est surtout, c'est la fin, on espère, d'une époque en tout cas. Pour répondre concrètement selon vos possibilités, je pense que c'est une époque qui n'est plus acceptable pour nous. Et je pense que c'est le minimum que ce licenciement soit acté et qu'on mette fin à cette indécence. Cette indécence de mois, d'années, de comportements, je dirais, indignes de responsables politiques, certainement dans des politiques liées au SAMU social. Je pense vraiment qu'il est temps que ça cesse. Effectivement, des recours sont possibles. Madame Peretta a le droit d'aller en recours. J'espère que la décence là, va faire qu'elle n'ira pas jusque-là. Je pense qu'aller réclamer en plus maintenant des indemnités financières sur les deniers publics serait vraiment ajouter de l'indécence à l'indécence. Donc voilà, je pense qu'il est vraiment grand temps de tourner cette page. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'au-delà de ce cas particulier, on a passé un cap, ça a servi d'électrochoc, où les pratiques, on n'est protégé de rien pour l'avenir? Le problème, c'est que si je regarde du côté de nos collègues wallons, là, je vois que du côté de Publifin, Netis, là, on n'arrive pas à prendre les mêmes gestes. Monsieur Moreau est toujours là, on parle de le garder. Et donc, je crains malheureusement que cette page n'est pas définitivement tournée en termes de gouvernance sur l'ensemble du pays. Et donc, oui, non, il n'y a pas encore de point final par rapport à ces pratiques totalement indécentes. Donc un dossier qui doit être suivi encore. Hier, la ville de Bruxelles a annoncé que très prochainement, elle va ouvrir un centre d'accueil pour les réfugiés du côté de Aachen. Est-ce que c'est une bonne décision ? C'est une bonne décision. Clairement, nous le réclamons, Ecolo Groen, au conseil communal de la ville de Bruxelles depuis des mois. Et en fait, la ville, la commune de Bruxelles-Ville doit en fait pallier au manque d'humanité du gouvernement fédéral. C'est malheureusement le constat qu'on doit faire. Donc, le gouvernement fédéral pallie dans ses missions de simplement donner un toit, donner des conditions décentes pour survivre à ces demandeurs d'asile. Il ne le fait pas. C'est totalement regrettable. C'est tout à fait inhumain. Et donc la ville de Bruxelles met en place des solutions. Et donc évidemment, nous le réclamons depuis longtemps. Donc nous soutenons évidemment ce type de solution, mais on ne peut que regretter que la ville doit pallier à ce manque d'humanité du gouvernement fédéral. Alors on a appris aussi que la région allait saisir le comité de concertation État-région pour parler justement de cet accueil, de ce suivi des réfugiés. Vous en attendez quoi de cette rencontre ? Mais nous, ce qu'on en attend, c'est qu'on puisse concrètement mettre des politiques sur le terrain en place. On voit qu'aujourd'hui, ce sont les citoyens qui doivent se mobiliser pour que ces demandeurs d'asile aient des conditions décentes de survie. C'est vraiment ça aujourd'hui, quand on se balade autour du parc Maximilien. Et donc l'État est en faillite par rapport à ça. Je veux dire, dans le sens, il faillit à sa mission, à ses missions premières. Et donc, ce que nous attendons, c'est des conditions d'accueil décentes et dignes d'un pays comme la Belgique au XXIe siècle. Et que ce soit mis en place, ça devrait être mis en place par le fédéral. On sait que le secrétaire d'État Franken ne le fait pas. Très réceptif. Donc effectivement, qu'il y a un comité de concertation dessus ou pas, est-ce que ça va changer quelque chose ? Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des solutions concrètes. Alors, on espère, on fera tout, on pousse pour que des solutions concrètes soient mises à disposition. Des bâtiments, il y a assez de bâtiments vides à Bruxelles qui pourraient accueillir ces demandeurs d'asile. La question, c'est qui paye, oui, tout à fait. Mais enfin, à un moment donné, c'est quelques centaines de personnes. On parle de dignité humaine. Je dirais, l'argument budgétaire, pour nous, n'est même pas recevable. On doit pouvoir mettre des solutions concrètes en place. Et donc, nous soutiendrons toute solution concrète d'accueil digne de ces personnes. Alors, on a vu ce midi que le Parlement francophone bruxellois a voté un nouveau conflit d'intérêts opposant Bruxelles au fédéral, et c'est dans la saga des numéros inamis. Alors, avec ce conflit d'intérêts qui va quelque part suspendre la future loi sur la répartition des quotas, est-ce qu'on ne risque pas de compromettre finalement l'accord qui permettait aux médecins surnuméraires, aux diplômés surnuméraires d'obtenir leur autorisation d'exercer? Mais nouveau dans ce dossier, je dirais ce dossier est mal emmanché depuis le début au niveau de la ministre de Bloc. Donc le projet de loi a été voté en première lecture et maintenant évidemment la discussion s'arrête avec le conflit d'intérêts voté au niveau de la COCOF. Mais il faut bien se rendre compte aujourd'hui, les numéros inamis selon ce projet de loi vont être distribués selon une clé de répartition uniquement en fonction de la population, sur l'ensemble du territoire belge. On ne tient pas en compte des besoins en fait. Des bassins de vie, on ne tient pas en compte des besoins en fonction des régions socio-économiques, des distances par rapport de ruralité, milieu urbain, non urbain. Donc c'est totalement en dépit de bon sens. Et le pire, au niveau de Bruxelles,
c'est que comme la ministre veut absolument faire une différence communautaire de ce dossier, ce qui est ridicule puisqu'on parle de santé publique, on va prendre les inscriptions dans les écoles, des francophones et néerlandophones. Donc déjà, de nouveau, on ne tient absolument pas compte des besoins réels des gens en termes de santé, qu'ils soient francophones ou néerlandophones. Et en plus, on communautarise le dossier, puisqu'on sait bien qu'il y a énormément d'élèves francophones qui s'inscrivent dans les écoles néerlandophones. Et donc, quelque part, c'est faire pencher la balance du côté des néerlandophones dans ce dossier, qui n'a absolument pas besoin de ce genre de jeu communautaire, mais c'est le choix qu'a choisi ce gouvernement fédéral pour traiter ce dossier. Et donc, nous nous y opposons depuis le début. Nous réclamons, je dirais, une concertation avec tous les acteurs concernés, et donc pas uniquement une clé communautaire, c'est totalement absurde. Et donc, un conflit d'intérêts est nécessaire parce que jusqu'à présent, il n'y a absolument aucune réaction de la part de la ministre. Discussion. Évidemment, oui, oui. Alors, on va en venir sur le gros dossier qui est le travail de cette commission d'enquête attentat qui se termine. La semaine prochaine, ce sera voté à la Chambre. Vous êtes satisfait globalement de la manière dont ça s'est passé et surtout du résultat auquel vous arrivez ? Alors oui, les écologistes sont satisfaits, en tout cas globalement, du résultat obtenu. Et c'est vrai que depuis le début, on a énormément travaillé, 18 mois de travail, et directement après les attentats, dont malheureusement, évidemment, tout le monde se rappelle, on a vu essentiellement des réponses, et en partie c'est logique, mais répressives du gouvernement fédéral, dans le cadre de ses compétences régaliennes, de lutte contre le terrorisme, de répression, de mise en place de nouvelles lois pour effectivement lutter contre le terrorisme, pour resserrer, je dirais, que ce soit les peines de prison, que ce soit les gardes à vue. On a vu tout ça. Au niveau des écologistes, pour nous, il était fondamental de passer aussi à un autre volet, le volet préventif. Nous l'avons toujours dit, pour nous, chaque euro investi dans la sécurité doit correspondre à 1 euro investi dans la prévention, dans le travail de terrain, dans l'éducation, dans la formation. Et aujourd'hui, quand on voit la globalité du rapport de la commission d'enquête, eh bien, nous avons réussi, avec Groen, à pouvoir mettre en place des recommandations fortes en termes de prévention, de renforcement de la police de proximité, de renforcement des associations de quartier où on met noir sur blanc qu'elles ont besoin de budgets supplémentaires. Donc nous engageons vraiment le gouvernement fédéral pour les années à venir et probablement pour la prochaine législature, puisque les milliers de recommandations ne vont pas être mises en place en 1 an et demi, 2 ans. Mais on engage vraiment politiquement à aller de l'avant dans tous ces thèmes qui nous sont chers. Et donc, c'est pour ça que nous avons effectivement pu donner notre accord sur l'ensemble du rapport. Oui, mais ces thèmes, formation, culture, éducation, c'est pas que le fédéral, ça c'est des compétences aussi de la communauté. Comment est-ce qu'on peut être sûr que ça va être suivi à ce niveau-là ? Alors, c'est exact. Mais donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir une unanimité aujourd'hui des groupes politiques francophones, néerlandophones au sein de la commission d'enquête. Ça, c'est la première chose. Donc, ça engage politiquement tous les partis. Et deuxièmement, évidemment, à côté des recommandations, je dirais, budgétaires et de prise de nouvelles mesures, il y a aussi des recommandations d'accords de collaboration, de coordination entre communautés, régions, État fédéral. Donc évidemment, il y a toute une mise en place institutionnelle dans les recommandations de la commission d'enquête, parce qu'on vit en Belgique et parce qu'on connaît l'architecture institutionnelle de notre pays. Alors, on va voter ici sur le rapport global, mais aussi sur le dernier volet qui était sur le radicalisme. Quel est l'élément fort que vous retenez de ce volet ? Nous, il y a deux vraiment éléments qu'on a envie de mettre en avant de nouveau dans le travail qu'on a pu porter avec Écolo Groen. C'est à la fois mettre noir sur blanc qu'il faut, dans les quartiers, prendre le contexte général et que la radicalisation, qui est un mot un peu barbare, mais voilà, je pense que c'est le seul aujourd'hui qui est utilisé, mais c'est préventif. C'est la prévention qui est la meilleure possibilité d'éviter ces phénomènes. Parce qu'une fois qu'une personne est radicalisée ou a prêté allégeance à tel ou tel, à Daesh évidemment dans ce cadre-ci, on sait bien qu'un retour en arrière est extrêmement compliqué. Et donc il faut mettre le paquet sur la prévention, la culture, la formation. Et donc ça, c'est mis noir sur blanc dans le volet radicalisme et société, qui est un des chapitres de ce volet radicalisme. Et le deuxième point, c'est sur la politique pénitentiaire, puisqu'on sait qu'au sein des prisons, c'est un des vecteurs principaux, avec Internet, de la radicalisation, donc des personnes qui se font convaincre pour, je dirais, aller vers des discours de haine par rapport à notre société. Et on a aussi pu réussir à dire que une autre politique carcérale est possible. Alors, ce n'est pas la principale, mais nous avons réussi à dire, à un moment donné, on doit aussi pouvoir accompagner les gens sur des échelles plus petites et surtout un accompagnement personnalisé. On voit bien que parquer, je dirais, l'ensemble des personnes susceptibles d'être radicalisées dans la même aile les uns sur les autres, ça ne fonctionne pas. Il faut un parcours individualisé avec des conseillers de religion islamique dans le cas ici qu'on étudie, et on doit mettre des moyens par rapport à cet accompagnement. Et donc, de nouveau, ça se retrouve noir sur blanc. Et pour nous, c'est vraiment une avancée par rapport à, je dirais, globalement, une vision carcérale et une vision de la prison qui est totalement différente et je dirais à l'opposé au niveau du gouvernement fédéral. C'est possible de déradicaliser en prison ? Alors,
de nouveau, c'est surtout préventif. On se rend bien compte, les études le montrent, que de nouveau, quand une personne est vraiment est passée, je dirais, de l'autre côté et est convaincue par ces discours de haine, c'est très, très, très compliqué. Tous les experts nous le disent et on sait bien que les moyens manquent, malheureusement. Et donc, de nouveau, identifions les problèmes en amont et mettons des personnes qui sont des conseillers, qui sont, je dirais, leur métier, leur connaissance de terrain fait qu'ils peuvent accompagner des personnes pour justement se détacher de ce discours de haine. Alors, un élément de radicalisation aussi, c'est les réseaux sociaux. On en avait beaucoup parlé. Là, quelles sont la mesure phare ou les mesures phares? Mais je dirais ici, c'est dans la relation avec les fournisseurs de contenu, hein, donc les fameux GAFA, donc Google, Apple, YouTube, WhatsApp. On sait bien que c'est le vecteur numéro 1, hein, surtout les vidéos sur Internet, de discours de haine sur les sites djihadistes. Et là, il y a des mesures fortes par rapport à la collaboration renforcée par rapport à toutes ces grandes entreprises qui gèrent ces contenus. On va par exemple mettre un officier de liaison qui va dépendre du Conseil national de sécurité, donc un officier de police, et son job, à 100%, ce sera de s'occuper de la relation avec ces fournisseurs de contenu. Ces entreprises sont réceptives par rapport à cette demande? Eh bien, elles ne sont pas venues en audition au niveau de la commission d'enquête. C'est pour ça que je vous pose la question. On verra bien comment elles réagissent. Mais ici, c'est assez fort comme recommandation. Donc, je veux dire, nier la collaboration n'est plus une option. Donc, elles devront collaborer avec les autorités belges, mais je pense que c'est dans l'intérêt de tous. Et donc, on aura effectivement, on demande qu'elles mettent aussi en place un point de contact par rapport aux autorités, et surtout, la mesure phare, c'est effectivement d'avoir un officier dont le job est non seulement de rassembler toutes les ressources en Belgique par rapport à la problématique des fournisseurs de contenu sur Internet, mais aussi comme interlocuteur par rapport à ces entreprises Google, Facebook, YouTube. Très rapidement, sur la Grande Mosquée, on en a beaucoup parlé. Il est question de rompre la convention qui lie la mosquée à l'Arabie Saoudite indirectement. On a une garantie que ça se fera et quand? Alors oui, la recommandation est claire hein, à ce niveau-là, c'est on va rompre l'accord avec l'Arabie Saoudite. Et alors s'ouvre une période d'1 an, en fait. Hein. C'est dans la convention initiale, un préavis d'1 an durant lequel il faut négocier. Donc ça ouvre la discussion. Mais donc, ce qui est sûr, c'est que la recommandation est très claire. Il faut mettre fin à la convention actuelle pour en renégocier une nouvelle. Qui va s'en occuper de la Grande Mosquée après? Et donc nous, ce que nous proposons, c'est que ce soit en tout cas des représentants de l'islam de la communauté musulmane de Belgique. Et nous estimons que l'exécutif des musulmans de Belgique doit avoir un rôle important dans la gestion de cette grande mosquée, mais pas uniquement. Et donc on doit avoir d'autres associations, d'autres représentations de l'islam de Belgique, parce qu'on sait que c'est une communauté évidemment où il y a aussi une grande mixité. Et donc on souhaite que l'ensemble de la communauté musulmane, mais de nouveau ancrée en Belgique, soit partie prenante et que la grande mosquée ne soit plus pilotée depuis l'Arabie Saoudite. Ouais. On a parlé de l'imam de la grande mosquée qui est là depuis 13 ans et qui n'a plus de carte de séjour. Il est allé en appel contre cette décision. Pour vous, il doit partir? Mais il faut voir les éléments objectifs. Je pense que de nouveau ici, on se focalise sur le cas d'une seule personne. Il faut voir si objectivement ce qu'il a commis, puisque il faut objectiver ce débat. Moi, je ne sais pas vous dire aujourd'hui ce qu'il a dit textuellement dans telle ou telle prêche et si ça va au-delà de l'appel à la haine ou pas. Je n'en sais rien à ce stade-ci et nous n'en savons rien au sein de la commission. Nous n'avons pas étudié ce cas. Donc là, je dirais ça relève des compétences du secrétaire d'État Franken. Mais on sent bien qu'il y a une question de musculation dans le chef de Franken. Moi, je pense qu'ici, c'est beaucoup plus faisons sereinement une nouvelle négociation. Arrêtons la convention actuelle, renégocions une nouvelle et surtout, je dirais, ancrons la grande mosquée dans la communauté musulmane en Belgique. Ça, pour nous, c'est fondamental. Eh bien, ce sera le mot de la fin de cette interview. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Merci. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, dans Les Experts, les invités seront Francis Delperré et Viviane Teitelbaum. Passez un bon week-end.